Notre enjeu, c'est d'expliquer simplement des choses complexes. Et ensuite, derrière, on a un super outil avec une super technologie qui rend ça simple. Quand tu es client, ça va te prendre 15 minutes par an pour justement gérer toute ta paperasse administrative. Et donc, en fait, 15 minutes pour économiser 2000 €, t'es prêt à le faire, quoi. Tu te dis, c'est un bon investissement. Combien de personnes font du LMNP en... T'en as 1 million sur 4 millions. Donc, t'as un quart des propriétaires bailleurs en France qui font du meublé. Qui font du meublé. Voilà. Et ce qui fait mal, c'est que t'en as 3 quarts qui le font au mauvais régime. Nous, ce qu'on observe, tu vois, on a un peu plus de 4000 clients. On a 85% des gens qui ne payent pas d'impôts. Tu vois, donc c'est quand même la majeure partie des propriétaires bailleurs arrivent à complètement niveler leur imposition grâce à l'amortissement. On investit maintenant ou pas? C'est mieux maintenant que plus tard, pour la simple bonne raison, c'est qu'en France, on a quand même, c'est merveilleux, c'est pas le cas de tous les pays, il faut rendre compte de la chance qu'on a, c'est qu'on peut renégocier nos taux. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, imaginons que tu te dis 3% c'est cher, quand ils seront à 2%, tu renégocieras. En vrai, si on résolvait les problèmes de fainéantise sur les questions d'argent, les Français seraient beaucoup plus riches. Ouais, ça peut être une bonne idée de business, hein. Salut Romain. Salut Delphine. Je suis ravie de t'accueillir. On va parler immobilier aujourd'hui. Moi, Je suis toujours très heureuse quand on parle d'immobilier. Tu es toi-même investisseur. Ouais. Essentiellement en immobilier. Principalement, ouais. Dans la région parisienne? Je suis un peu partout. J'ai essayé de diversifier un petit peu. Donc, j'en ai à Paris, à Lille et à Rouen. Ok, si on a l'occasion, on reviendra un peu sur le sujet. Je me suis intéressée de savoir... tu vois, si ça a été une problématique pour toi d'investir pas tout à fait à côté de chez toi. Ouais, on pourra en parler. Beaucoup de gens qui se posent cette question. C'est pas le sujet principal de notre échange, mais voilà, si ça revient sur le tapis, je te poserai la question. Ouais, ça marche avec plaisir. Tu fais 2 types d'investissements? Oui, aussi un petit peu assurance vie. J'aime bien être diversifié. Je pense que c'est un peu la base de l'investissement, donc j'essaie d'être diversifié. Mais forcément, j'ai fait beaucoup d'IMO parce que c'est très intéressant, l'effet de levier, la fiscalité. On en reparlera avec plaisir. Et donc, je t'ai aussi invité, convié en tant qu'entrepreneur et créateur de Nopilo, qui est effectivement spécialisé dans l'accompagnement des investisseurs en meublé. Ouais, exactement, tout à fait. Donc, c'est beaucoup de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, location en meublé, il y a 2 réalités. Il y a la location en meublé longue durée et puis location en meublé courte durée. Alors ça, c'est le Airbnb. Voilà, on remet un peu les éléments de vocabulaire parce que comme je parle de tellement de choses ici, il y a des gens qui me découvrent tous les jours. Donc LCD, location courte durée, c'est le Airbnb, etc. Et puis LLD, location longue durée, c'est la location meublée classique avec un bail d'1 an, comme on le connaît. Alors, qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser à ce sujet un peu pointu de l'accompagnement des loueurs en meublé, notamment sur les aspects comptables et fiscaux? Je pense qu'à la base, j'ai toujours une grosse passion pour les finances personnelles. Je pense que ça m'a toujours passionné ce sujet de tout optimiser en fait. Au début, je l'ai fait pour moi et un peu vraiment gros étonnement quand j'ai commencé à le faire, en parler autour de moi, tout le monde est un peu tombé des nues et tout le monde finalement n'était pas sachant sur le sujet. Donc vraiment, j'étais assez étonné. Et donc, toi, t'as fait des erreurs en démarrant? Oh, bien sûr. Je pense que ce serait pas en faire. C'est moi, déjà, un peu mon credo, c'est de dire si tu fais pas d'erreur, c'est que tu vas pas assez loin. C'est que tu cherches pas assez, tu testes pas assez. Donc t'as fait quoi? T'as fait du nu? J'ai pas fait du nu, mais je pense que j'ai pas assez, les erreurs que j'ai faites, c'est plus sur les choix des biens. Justement la localisation, de pas assez creuser dans le détail, qu'est-ce qui fait un bon investissement, est-ce que le bien il est bien sain, c'est plus ces sujets-là. La fiscalité, j'avais bien creusé dès le début à quel point c'était important, donc je pense que j'ai moins fait d'erreurs sur la fiscalité. C'est quoi ton background? Qu'est-ce qui fait que moi j'étais directeur financier avant, donc passionné par les chiffres, et l'avantage c'est que quand t'es directeur financier, tu passes beaucoup de temps avec des banquiers, des experts comptables, des CGP, et donc du coup forcément t'as accès à pas mal de connaissances, et cette connaissance m'a donné envie de le faire pour moi-même. Donc tu as très vite été orienté vers les choix fiscaux les plus intéressants. Je peux pas dire que on m'est guidé là-dessus. Par contre, assez rapidement, je me suis dit c'est clé dans un montage. La fiscalité fait partie intégrante d'un projet immobilier. Donc j'ai creusé, je suis assez curieux de nature. Donc je me suis un peu renseigné sur le sujet. Et assez rapidement, je suis tombé du coup sur la location meublée non professionnelle, le régime réel et un peu cette martingale assez incroyable avec toutes ces optimisations. Donc on va peut-être passer un petit peu de temps dessus. Où là je me suis dit oui, là c'est assez dingue cette niche fiscale qui existe. Donc à côté de ça, l'effet de levier, on peut s'endetter à l'époque, c'est plus vrai aujourd'hui, mais à 110-120%. Donc pouvoir créer un patrimoine immobilier sans effort d'épargne, avec une fiscalité nulle, je me suis dit ça semble être un bon investissement, et donc du coup je me suis rouillé dessus quoi.
c'était vraiment un petit peu la jeunesse de mon projet d'investisseur. Et ensuite, d'entrepreneur, c'est vraiment de se dire, je trouve ça vraiment dommage de moi juste avoir cette connaissance juste pour moi et la transmettre au plus grand nombre. C'est ça qui me drive. Tu vois, en tant que, je me dis, comment rendre fiers mes enfants, c'est un petit peu ça, la jeunesse du projet Nopio. Toi, t'as commencé à investir quand? Il y a 4-5 ans, je dirais, à peu près. Ok, donc c'est assez récent. Ouais, j'avais à peu près j'avais 30 ans. Tu vois, donc toi aussi, tu t'es pris en fait, toi aussi, t'es comme moi en fait. Donc nous, on est arrivé sur la fin de la vague un peu intéressante. Et puis, t'as dû te prendre en 2022 comme moi le switch de ah mince, il s'est passé quelque chose qui est pas si inintéressant que ça. Mais donc toi aussi, t'as pris la vague un petit peu tard comme moi. Ouais, complètement. Ouais, exactement. Et c'est vraiment ça. J'ai fait tout en peu de temps. Donc heureusement, j'ai pas trop la frustration que certains copains de dire je voulais le faire et en fait je l'ai pas fait assez vite. Donc du coup, c'est trop tard. Moi, je me suis dit quand même finalement, j'ai fait mes investissements, je suis content, ça tourne plutôt bien. Mais par contre, en effet, maintenant, je pourrais plus faire autant que j'ai pu faire avant parce que je pense que tous tes auditeurs, le crédit c'est plus compliqué qu'avant. Je pense qu'il y avait un monde avant 2022 et un monde après. Exactement. Donc voilà. Donc la location meublée en France est encore largement favorisée par rapport à la location nue. Ouais. D'un point de vue fiscal, mais on sait très bien que, alors même si tous les propriétaires bailleurs sont pas ultra informés, on va en reparler aussi, mais que la fiscalité joue sur et oriente les choix d'investissement de beaucoup de propriétaires bailleurs, comme toi et moi, les petits investisseurs, qu'ils ont 1, 2 ou 3 ou 4, on reste pas très gros de toute façon. Comment t'expliques ça? Pourquoi il y a une volonté de l'État de favoriser la location meublée par rapport à la location nue? Ouais, ça c'est un choix historique et qui est encore conforté aujourd'hui, c'est qu'en fait il y a eu un moment une pénurie de logements meublés par rapport à la location nue, notamment pour les étudiants et pour les personnes âgées. Aujourd'hui, on estime qu'il y a une pénurie de logements de 200 000 logements pour les étudiants et 200 000 logements meublés, pareil, pour les personnes âgées. Parce qu'à l'époque, les régimes étaient davantage... Ouais, exactement, un peu plus équitable, je dirais. Okay, et donc, à un moment, forcément, en fait, la fiscalité, c'est un moyen de flécher des investissements. Ouais. Et donc, c'est poser la question, comment on va inciter des propriétaires, des contribuables français à investir sur du locatif en meublé. La fiscalité, c'est entre guillemets, le meilleur moyen de le faire rapidement. Et donc, c'est comme ça qu'a été créé le régime, du coup, réel, simplifié, LMNP. Et donc aujourd'hui, finalement, on a encore cette pénurie de logements, mais il y a un déficit budgétaire, donc il faut trouver des recettes supplémentaires. Donc c'est pour ça que se pose la question de se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir sur cette niche fiscale qui coûte finalement peu cher à l'État, mais par contre qui est sur le papier inéquitable par rapport à la location nue. C'est un petit peu tout ça, l'actualité du moment, quoi. On va remettre à plat, du coup. C'est quoi le régime meublé, le fameux loueur en meublé non professionnel, LMNP? C'est quoi ses avantages? Pourquoi on parle de niche fiscale? Pourquoi on parle de double niche fiscale? Alors, par où on commence quand on veut expliquer le LMNP? Guide-moi un peu. Ouais, je pense que déjà, il faut commencer toujours par moi, j'aime bien dire le droit des contrats. Donc, c'est... si je loue mon bail en location nue ou en location meublée, j'ai un bail qui est différent, donc j'ai un contrat qui est différent. Donc ça, c'est déjà la base de tout. C'est-à-dire que si moi, propriétaire, je veux louer en location nue, je vais avoir mon bail nu qui, du coup, va se traduire par des choix fiscaux différents. C'est-à-dire que je vais être dépendant du régime foncier. Ouais. Et donc, une fois que je suis dépendant du régime foncier, je suis sur le régime micro-foncier. Donc, c'est un abattement de 30% sur mes loyers. Ça veut dire qu'en moyenne, je vais payer environ 4 000 € d'impôts par an sur mes loyers, ou je vais être au régime réel foncier. Et donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est que je vais plus faire un abattement forfaitaire de 30% de mes loyers, mais je vais prendre mes charges réelles. Je vais prendre mes loyers, j'enlever toutes mes charges, et je vais être imposé dessus. Ça, c'est si je prends donc mon bail location nue. Si derrière, je décide de louer mon bien en bail meublé, donc là, c'est la même chose, mais j'ai une liste d'équipements obligatoires comme un lit, d'une table, d'une chaise, et ainsi de suite. Là, je vais être routé, je fais de l'anglicisme, je vais être impacté par le régime des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Et donc là, dans ce régime fiscal, il y a deux régimes qui cohabitent, le régime microbique, donc qui est le pendant du régime microfoncier, sauf que j'ai un abattement de 50%. Et donc ce 50%, il est un peu différent en fonction justement si tu fais de la LCD, location courte durée, ou de la location longue durée. Aujourd'hui, avec les nouveaux changements, c'est que si tu fais de la location courte durée, l'abattement est passé à 30%, donc pour justement un petit peu anti-Airbnb, on pourra en discuter. Location longue durée, 50%. Et tu as encore cet abattement de 71%, mais pareil, qui est encore en pourparlers sur les logements classés courte durée. Ouais. Donc, voilà.
Et ensuite, tu as le fameux régime réel, donc là, que tu discutais. Voilà. Je te laisse finir, après on reviendra là-dessus. Et donc, juste, voilà. Et donc, le régime réel de la location meublée, c'est un peu la niche fiscale ultime, parce que en plus de pouvoir passer tes frais réels comme sur le régime réel foncier, tu vas pouvoir amortir ton logement. Et donc là, l'amortissement... Il y a plus de frais qu'on peut passer aussi. Ouais, mais vraiment la grosse différence... Oui. Ouais, mais la liste des frais est plus importante. En fait, c'est quasiment un fonctionnement de société ou de SCI. Ouais, exactement. Et donc, le vrai sujet, c'est vraiment l'amortissement. Donc, ça qui fait toute la différence, c'est qu'en fait, mon logement, si je prends un exemple, j'ai un logement de 100 000 euros à Calais, par exemple, voilà, pour te faire honneur. Tu vas dire, par exemple, mon bâti va représenter peut-être 80% de mon logement, donc 80 000 euros. Mon terrain, 20 000 euros. Donc là, en effet, en droit des sociétés qui ressemble à ça, mon terrain n'est pas amortissable. Par contre, mon bâti, on va estimer qu'il perd de la valeur tous les ans. Et donc, cette perte de valeur comptable, parce que c'est que comptable, je vais pouvoir la passer en charge. Et donc, du coup, sur ces 80 000 euros, je vais pouvoir passer environ 4 000 euros de charges additionnelles par an en moins de mes loyers. Et donc, quand je vais faire mes loyers, moins mes charges du quotidien, moins cette quote-part d'amortissement, je vais souvent arriver à un résultat fiscal qui est nul ou négatif. Et donc, du coup, je ne vais pas payer d'impôt. Oui. Ce qui est souvent pas facile à comprendre quand on n'est pas familier avec ce mécanisme, c'est que c'est une charge qui est purement comptable, c'est un jeu d'écriture. Ça sert à calculer la base imposable, mais c'est complètement différent de l'excédent de trésorerie. Ah, complètement, ouais, exactement. Moi-même, qui ne viens pas du tout du monde de la finance, c'est quelque chose avec lequel j'ai aussi un petit peu galéré au début. Et je pense que beaucoup de gens galèrent avec cette compréhension de ce que sont les amortissements. Et oui, donc on vient... si on veut dire ça de manière un peu vulgaire ou triviale, mais on vient créer une charge fictive chaque année qui vient du coup minimiser le bénéfice imposable. Tout à fait. Et ça, effectivement, c'est valable quand on fait du meublé sous le régime LMNP. C'est aussi valable quand on fait de la SCI-LIS, pour ceux qui sont un peu plus familiers de la SCI-LIS. Donc forcément, qui dit minimiser le bénéfice, minimiser l'impôt, jusqu'à effectivement, des fois, l'annuler. Tout à fait, ouais, exactement. Nous, ce qu'on observe, tu vois, on a un peu plus de 4000 clients, on a 85% des gens qui ne payent pas d'impôts. Tu vois, donc c'est quand même la majeure partie des propriétaires bailleurs arrivent à complètement niveler leur imposition grâce à l'amortissement. Du coup, pourquoi est-ce que ce régime est maintenu dans la mesure où il permet... C'est une question que je me posais. Pourquoi le législateur ne s'intéresse pas justement au LMNP au réel et à cette possibilité de passer des amortissements, donc qui existent en meublé, qui n'existent pas en nu, dans la mesure où ça vient annuler l'impôt pour tous les gens qui le déclarent comme ça. Ouais, donc toi, pour bien résumer ta question, c'est en fait, pourquoi ce régime existe, quoi, en fait, encore, et pourquoi il n'a pas encore été supprimé, quoi. Non, mais l'État est malin. Logiquement, son but, c'est pas de réduire totalement les recettes fiscales. Donc, pourquoi viendrait-il créer une possibilité d'annuler quasiment son impôt ? Ouais, vraiment, donc c'est vraiment le point de départ du début, c'est qu'en fait, c'est pour flécher de l'investissement. Donc vraiment, le point de départ, c'est de se dire, il y a une pénurie de logements en France, ça c'est connu, et malheureusement, c'est que l'État n'arrive pas à construire assez de logements sociaux pour absorber ce besoin en logement. Donc ils ont besoin du parc privé, donc toi et moi, et tous tes auditeurs et personnes qui veulent devenir investisseurs. Et donc du coup, pour inciter les investisseurs à flécher leurs investissements vers ce type de produit, donc la location meublée, versus le faire sur de l'assurance vie ou faire sur du livret A, parce que finalement c'est ça, à la fin, moi investisseur, j'ai, je sais pas, un effort d'épargne de 1 000 euros à investir chaque mois. J'ai un choix assez important de produits éligibles. Soit, si je suis complètement risque averse, je vais le mettre sur du livret A. Si je suis un petit peu moins, je vais le mettre sur de l'assurance vie ou de l'immobilier. Et donc, l'État, à un moment, ils se sont dit, mais en fait, on n'arrive pas à flécher assez d'investissements vers l'investissement locatif en meublé. Comment on va faire ça ? Proposons cette niche fiscale du LMNP au réel. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, elle existe encore. Et par contre, pourquoi aujourd'hui, elle est entre guillemets en danger ? Pourquoi il y a eu un rapport de Annaïg Glemer qui est sorti pour dire potentiellement ce n'est pas très juste, ce n'est pas très équitable, donc un peu ton point de vue. Oui, il y a déjà eu des rabots aussi. Oui, bien sûr. Parce que tu disais tout à l'heure, si on compare au nu, on avait un abattement fiscal sur la partie forfaitaire de moins 50% jusqu'à présent, en fait, sur le meublé. Oui. Il était de moins 30 en nu, moins 50 en meublé. Et là, on est passé à moins 30 pour la LCD. Donc, on a un début de rabot pour les gens qui utilisaient le meublé pour faire la location courte durée.
je vais pas faire genre je suis naïve et je ne sais pas pourquoi, mais une question que je me pose, c'est pourquoi ils ont mis autant de temps à se rendre compte que leur niche fiscale aussi avait redirigé beaucoup d'investissements vers le meublé touristique. Et puis, est-ce qu'on est sur le début d'une chasse aux sorcières, quoi? Une chasse aux sorcières du Airbnb. Appelons un chat, je pense qu'il ne faut pas tourner autour du pot, oui. Je pense que la chasse aux sorcières des Airbnb, elle a déjà commencé et elle va faire que continuer pour plein de raisons. Je pense que la raison de base déjà, c'est le tourisme, c'est l'hôtellerie. Donc l'hôtellerie a été fortement impactée par l'explosion des logements en Airbnb. C'est le premier point. Donc du coup, il y a un lobby qui va se défendre ses intérêts pour dire, monsieur les ministres, monsieur le président, aujourd'hui, on a une concurrence plus ou moins déloyale des logements meublés touristiques, donc faites quelque chose. Est-ce que c'est documenté ça, qu'ils ont souffert? Est-ce que c'est une posture de principe, c'est un discours? Effectivement, il y a une différenciation de régime. Les hôtels sont soumis à la TVA, les loueurs en meublé ne sont pas soumis à la TVA. Donc, il y a des différences. On peut considérer à plusieurs égards qu'il y a une forme de concurrence déloyale, mais est-ce que c'est avéré que ça a fait du mal à l'industrie alors ça, j'ai pas creusé, donc je vais te dire quand je sais, quand je ne sais pas. Donc je peux pas dire, j'ai pas de chiffres malheureusement à te donner pour ton audience. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, comment tu mesures ça, c'est sur le taux d'occupation. Et sur l'offre et la demande, et donc forcément en fait l'offre elle a explosé de logements, et la demande est-ce qu'elle a explosé? Probablement que non. En fait, il y a pas de corrélation. En tout cas, s'il y a plus d'offres de logements, est-ce qu'il y a plus de demandes? Pas nécessairement. Donc juste si on prend les lois économiques, l'offre et la demande, probablement que je suis plutôt aligné sur le fait que ça a dû impacter négativement la rentabilité hôtelière. Le tourisme continue à augmenter en France, parce qu'il y en a quand même beaucoup de tourisme extérieur, tu vois, étranger. Donc, je sais pas. Mais je défends mon bout de gras dans cet épisode. Bien sûr. Et donc ça, c'est le premier point. Donc déjà, hôtellerie. Qui se plaignent. Donc ça fait très longtemps que l'hôtellerie se plaint des logements entre guillemets location courte durée. Ça n'a jamais rien changé. C'est pas à cause de l'hôtellerie, du lobby de l'hôtellerie que je dirais que le taux d'abattement est passé de 50 à 30%. Là, ce qui a vraiment changé, c'est quand les locaux, les résidents permanents ont commencé à se plaindre de dire je peux plus me loger décemment, je ne peux plus acheter parce qu'en fait tout est acheté par des investisseurs, secondo, les commerces ont commencé à fermer parce qu'en fait, il y avait plus d'activité à l'année, exactement. Et donc là, les mairies ont commencé à s'emprunter du sujet. Donc, par exemple, il y a certaines villes qui ont vraiment commencé comme Saint-Malo, par exemple, où en fait, aujourd'hui, si je veux faire un investissement locatif à Saint-Malo, extrêmement compliqué. Parce qu'en fait, il faut une licence donnée par la mairie pour pouvoir passer mon logement en location meublée touristique. Et en fait, il y a un quota, un peu comme les taxis, où en fait, pour pouvoir en mettre un sur le marché, il faut qu'il y en ait un qui se retire. Bon courage. Et en plus de ça, c'est limité à 1 pour limiter, pareil, les multipropriétaires qui construisent des empires. Donc ça a été un peu la première étape au niveau des mairies. Et ensuite, vient la fiscalité en second rang, où on se dit, c'est comment, au niveau fiscal, on peut essayer d'être moins avantageux pour la location courte durée, et donc notamment en changeant les règles du jeu avec ce système de taux forfaitaire. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, également, le régime réel a été touché. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais l'abattement... non, on va en parler. Mais tu vois, moi, le fait de passer l'abattement forfaitaire à 30%, sachant que les charges sont beaucoup plus importantes sur la location touristique que sur le meublé classique, et a fortiori sur le nu, que là, on a un régime, finalement, au forfait qui est aligné sur le nu, alors que le niveau de charge, il est pas du tout le même. Complètement. Déjà sur l'investissement initial de meubler l'appartement, mais en fait, nous, on assume toutes les charges qui sont les charges de ménage, les charges des plateformes et évidemment les charges les abonnements, l'eau, l'électricité, etc. Qu'un loueur en nu n'assume absolument pas. Donc, ce niveau forfaitaire est un niveau dissuasif. Ah bien sûr, je pense que là on n'est plus dans cette logique d'équité. Donc en fait là c'est vraiment défavorable. On vous veut plus. Exactement. C'est ça. C'est dit différemment. Et là encore une fois c'est ma lecture. C'est pas vendez votre logement, c'est passez-le en location longue durée. Voilà, meublé. C'est vraiment ça, parce qu'en fait, sinon, ils auraient tout aligné directement. Ils seraient pas embêtés à juste dire, on va juste impacter la location courte durée sur notre baisse de taux forfaitaire et sur potentiellement la réintégration de nos plus-values. Donc, on va peut-être creuser tout à l'heure. On va creuser maintenant.
la double niche fiscale. Il y a un deuxième effet qui se coule, un deuxième avantage à louer en meublé. Il y avait en tout cas un avantage à louer en meublé pour tous les types de meublés jusqu'à présent, c'était le fait que l'amortissement, donc cette fameuse charge fictive dont on a parlé tout à l'heure, où donc chaque année on va venir baisser notre résultat fiscal avec cette dépréciation de notre actif qui est complètement fictive, là où ça devenait complètement incroyable d'un point de vue fiscal, c'est au moment de la revente, on n'était pas imposé sur cette charge. Alors que dans une SCLIS, justement dans les droits des sociétés, donc la comptabilité standard société, on fait un amortissement, donc on le baisse à court terme. Par contre, sur le long terme, on est imposé sur l'amortissement réalisé, ce qui est relativement logique. Pour donner un exemple pour ton audience, chiffré, je trouve que c'est toujours plus simple, c'est que le fameux exemple tout à l'heure où je prenais mon logement de 100 000 euros, si je le garde 20 ans, j'ai tout amorti. Donc, c'est-à-dire que donc on avait amorti les fameux 80 000 euros, parce qu'on n'avait pas amorti 20 000 euros de terrain. C'est-à-dire que j'ai finalement baissé ma charge fiscale de 80 000 euros. Par contre, au moment de la revente, si je le revends 100 000 euros, mon logement, c'est comme si je n'avais fait zéro plus-value. Parce qu'en fait, l'État va estimer qu'en fait, j'ai acheté 100, j'ai vendu 100, donc c'est OK. Alors que maintenant, et donc comme c'est le cas sur une SCLIS, c'est dans cette même logique, j'ai acheté mon logement 100 000 en 2000, je le revends 100 000 en 2020. Si j'ai amorti pour 80 000, on va calculer de la plus-value sur 80 000, donc sur 100 000 prix d'achat, moins le prix de ce qu'on appelle la valeur nette comptable, qui est de 20 000 euros. Parce que du coup, ce qui est entre guillemets logique de se dire, en fait, ces 80 000 euros que j'ai passé en charge, à un moment, je dois être réimposé dessus. Et donc ça, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que sur la location courte durée, c'est le cas. C'est pas encore le cas sur la location longue durée. Et donc, est-ce que ça va durer très longtemps? Ça vient de changer, en fait, c'est ça. Exactement, Parce que jusqu'à présent, que tu sois en location courte durée ou en location longue durée, le régime était favorable pour tout le monde du point de vue des plus-values. En fait, c'est prix de vente moins prix d'acquisition. Et on oubliait totalement cette histoire de valeur nette comptable, effectivement. Alors qu'en SCI à l'IS, c'est souvent pour ça aussi que les gens continuaient encore beaucoup à choisir le LMNP pour faire de la location courte durée, notamment en opposition à la SCI à l'IS pour le régime de plus-value, qui du coup n'a plus lieu d'être, puisque maintenant les régimes sont calés les uns sur les autres, et effectivement il est plus défavorable, beaucoup plus défavorable qu'il ne l'était jusque-là. Ouais, complètement. Et je pense que du coup... Juste pour la LCD, tu l'as dit, mais je le précise. LCD, je pense que LCD en nom propre, les jours sont comptés. Est-ce que, par contre, si tu veux continuer à le faire, il y a encore des belles rentabilités brutes à aller chercher. Donc, je parle pas net avec la fiscalité. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'il faudra faire, je pense, c'est de le faire sur de la SCI à l'IS. Ça sera probablement le montage de demain si la fiscalité continue à évoluer de façon aussi défavorable pour la LCD. Qu'est-ce qui se trame encore dans les tuyaux des gouvernements? Bon, alors là, on n'en a pas de gouvernement au moment où on fait cet entretien. On ne sait pas quand est-ce qu'on va les avoir, mais effectivement, est-ce qu'il y a des choses qui vont encore plus impacter la location meublée de manière générale, LLD ou LCD? Je pense que le bon point de départ de cette question, c'est le rapport qui a été sorti du coup là cet été, un bon rapport de 700 pages un peu à charge, je dirais, contre la location saisonnière et au sens large contre la location meublée, par une députée donc Anaïg Lemeur, où en fait Renaissance. Ouais, exactement, tout à fait. Et donc premier point, donc c'est vraiment je dirais rapport à charge contre la LCD. Et donc ça concrètement, ça va être de pire en pire, je dirais. Et donc, le pire, c'est que potentiellement, à un moment, ça va complètement devenir comme la location nue, à 100%. Donc, ça devient quasiment assimilé à des revenus fonciers. En détention en nom propre. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu penses qu'il y a un risque pour la SCI à l'IS? Je pense pas, pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait, la SCI à l'IS, du coup, elle dépend de l'IS. Donc, je parle même pas de la SCI, je parle vraiment de l'IS en tant que telle. Et historiquement, c'est quelque chose qui est très, très stable dans le temps, la fiscalité des sociétés. Pourquoi? C'est pour ne pas faire peur aux investissements étrangers. Et si tu commences à faire changer ta fiscalité des sociétés tous les 4 matins, comme c'est le cas sur la fiscalité des personnes physiques, c'est une catastrophe pour les investissements étrangers, parce que du coup, ils ont plus cette visibilité, et donc du coup, ils vont fuir la France, et donc ça,
je pense que c'est vraiment pas demain la veille que ça va changer. Bien que ce soit une SCI et pas une société commerciale, alors tu vas me dire, il y a aussi beaucoup de sociétés qui utilisent la SCI pour leur partie immobilière. Même si c'est une SCI, tu penses qu'on sera assez épargné? Oui, et puis imaginons si c'est pas le cas, il y aura toujours en fait, t'as toujours, je dirais l'investisseur le plus sachant, le plus optimisé, il va trouver un autre moyen d'optimiser, donc potentiellement que ça sera la SRL de famille, ça sera la SAS. En fait, je dirais que voilà, t'as toujours en fait un coup d'avance en fiscalité pour trouver un moyen d'investir. C'est juste que aujourd'hui c'était extrêmement simple, et encore c'était simple, mais c'était finalement peu connu. Donc c'est juste que c'est devenu très connu ces dernières années parce que justement tout le monde a commencé à évangéliser sur le sujet, notamment tu vois au podcast, à des sociétés comme la nôtre, mais il y a encore 5-10 ans, c'était très méconnu finalement, cet LMNP au régime réel. Et donc moi, ma vision, c'est qu'en fait, si tout change, c'est juste que ça prendra un petit peu plus de temps, mais il y aura un autre régime qui deviendra intéressant. Est-ce que ça sera la SCLIS? Est-ce que ça sera la SRL de famille? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est juste qu'il faudra réévangéliser, rééduquer le marché sur, voilà, maintenant, l'investissement locatif est toujours intéressant. En effet, il est un peu moins intéressant que dans le passé, mais en fait, c'est le passé, maintenant, il n'y a plus rien à faire, quoi. Comme sur les taux d'intérêt qui sont moins intéressants aujourd'hui qu'il y a 4 ans, on peut plus rien y faire, quoi. Néanmoins, si vous voulez continuer à investir, faites-le. Par contre, faites-le sur ce régime-là. Et donc, ma conviction, c'est que SCLIS, c'est quand même pas demain la veille que ça va être impacté. Mais par contre, j'ai pas la boule de cristal, quoi. On est quand même dans un microcosme parce que je suis pas sûre que la majorité des gens sachent vers quoi se tourner en termes de fiscalité, tu vois. Nous, alors toi et moi, on est investisseurs, et une partie de notre boulot, c'est de faire de l'évangélisation, c'est de faire de la vulgarisation, c'est de faire du contenu. Toi, notamment, pour dire arrêtez de faire du LMNP au forfait, parce que, en fait, la plupart du temps, vous payez de l'impôt alors que ça pourrait être parfaitement inutile. Il suffit juste de déclarer, vous changez rien à votre activité, vous déclarez juste les choses autrement. C'est fait. Et tu vois, tu dis, il faudra refaire l'éducation, mais en vrai, il y a quand même un énorme défaut d'éducation sur les sujets de fiscalité, et c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Combien de personnes font du LMNP T'en as 1 million sur 4 millions. Donc t'as un quart des propriétaires bailleurs en France qui font du meublé. Voilà, et ce qui fait mal, c'est que t'en as 3 quarts qui le font au mauvais régime. Okay. Voilà. Mais moi, c'est mon combat. Hein. Enfin, tu vois, c'est pourquoi je me lève tous les matins, c'est pour ça. Hein. C'est moi, mon rêve, c'est que dans 10-15 ans, tous les Français et peut-être demain les Européens soient très éduqués financièrement. Parce que je pense que c'est ça qui fait ta liberté financière future. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, moi, je trouve ça une hérésie qu'à l'école, on parle pas de budget, qu'on parle pas de gestion des finances personnelles, d'investissement. Enfin, tu vois, c'est pas normal en fait. Non, et pourtant, ça fait 5 ans que je suis là-dedans et je me pose encore la question par quel biais ce serait le plus intéressant de faire passer cette éducation. Quand je me projette sur ce qui pourrait ressembler à une éducation financière à l'école, je me dis en réalité on serait quand même assez loin du compte. Ce serait peut-être déjà bien, tu vois, de nous sensibiliser aux intérêts composés. Mais tu sais, aujourd'hui les jeunes, je t'apprends rien, on est encore jeunes, mais plus très jeunes, mais plus trop. Nos enfants, en tout cas, je suis pas mécontente qu'ils s'informent sur Internet, moi, parce que finalement il y a plus de profondeur, il y a plus de nuances, il y a aussi plus de tout. Il y a plus de moins bien, etc. Mais je me dis, ok, en vrai, moi, je leur ferai leur éducation financière, mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas sûre que... Des fois, je me dis, est-ce que l'État, tout institutionnalisé qu'il soit, est-ce que c'est le meilleur acteur pour nous faire une vraie éducation financière ? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que ça donne un cadre. Tu vois, c'est pour donner les bases. Peut-être donner l'envie de creuser un peu le sujet. Je pense qu'en effet, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de le faire par toi-même. Est-ce que l'État va vraiment nous donner envie de creuser les sujets de fiscalité ? Tu vois, je crois pas en leur capacité à nous accrocher à des sujets qui, honnêtement, faut pas se le cacher, pour la plupart des gens ou des jeunes, vont sembler un peu rébarbatifs. Ouais, complètement. Enfin voilà, les gens se précipitent pas à faire des études de compta, de finance, etc. Donc je pense que c'est pas si simple que ça, mais pour moi, aujourd'hui, le public est bien mieux informé par des gens comme toi et moi, des créateurs de contenu, des entrepreneurs ou des influenceurs, même s'il y a aussi des dérives. Je les mets pas de côté, mais en vrai, je trouve que le public est quand même bien informé aussi par tout ce qui se dit dans l'économie du contenu.
Ouais, complètement aligné. Le seul sujet, tu vois, pourquoi je pousse quand même sur le fait qu'il y ait une éducation des premières briques à l'école, c'est qu'en fait, aujourd'hui, malheureusement, quand même, tu vois, t'as 66 millions de Français, la quote-part de Français qui écoutent des podcasts et qu'on arrive à toucher, elle est quand même bien plus faible que si chaque enfant avait une petite éducation financière sur le sujet, quoi. C'était plus ce côté-là. Si tu veux évangéliser tout le marché, passer par l'école, et vu que c'est obligatoire, tout le monde y passe, c'est plus rapide. C'est peut-être moins bien, mais c'est plus rapide. Et après, du coup, peut-être que tout le monde un petit peu moins bien, et après, derrière, tu ajoutes la couche supplémentaire pour que ça soit mieux. Je crois plus à ça, ouais, personnellement. Bon, et puis après, il y a l'éducation des parents, parce que finalement, ça se fait par les parents à la fin. Pour en revenir à ce qu'on disait sur pourquoi est-ce que, à ton avis, les gens choisissent essentiellement le forfait? Est-ce que c'est parce que c'est le plus simple et c'est par méconnaissance pure du sujet? Pourquoi on choisit de déclarer ses revenus de manière forfaitaire alors que c'est pas le plus intéressant? Ça, du coup, ce qui est bien, c'est qu'on a un peu de data, parce qu'on a posé la question à nos 4000 clients, et en fait, c'est la méconnaissance. Concrètement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que on commence à parler du meublé. Donc c'est quand même, alors je parle encore une fois avant les changements là récents, mais ces dernières années, quand tu parles autour de tes amis, tout le monde dit fais du meublé, c'est plus intéressant, t'as des meilleurs rendements. Donc en fait, c'est relativement su maintenant dans les écosystèmes d'investisseurs que le meublé c'est mieux que la location nue. Sauf qu'en fait, encore une fois, vu que c'est pas très, la chose fiscale n'est pas très intéressante, en tout cas elle fait peur, les gens ils vont pas plus loin que ça. Donc en effet, quand tu fais de la location meublée, juste quand tu te poses, facialement c'est plus intéressant parce que d'un côté tu as un abattement de 50% versus un abattement de 30%. Donc en fait la majeure partie des gens s'arrêtent là. Ils se disent, ah bah oui, c'est ça. En effet, merci Delphine, merci Romain de m'avoir conseillé de faire de la location meublée, c'est plus intéressant. Et en soi, le gain, il est quand même assez dingue. Tu fais de 30 à 50%, juste ce changement fiscal, il est colossal d'un point de vue financier. Oui, après, il y a eu un investissement quand même. Il y a eu un investissement en mobilier, il y a aussi des baux qui sont plus courts. Il y a plein de gens qui veulent pas passer au meublé parce que, justement, faut mettre 5, 6, 7, 10 000 balles dans l'ameublement de départ. Donc, et c'est des frais qui sont pas financés par les banques. Ouais, tout à fait. Donc, il y a ça. Et puis, il y a le fait qu'il y a des gens à qui ça fait peur, la non-stabilité, ou le fait d'avoir à changer de locataire tous les ans. Donc, il y a d'autres... là, c'est les différences d'exploitation qui sont peut-être moins attractives pour certains investisseurs. Ouais, ça nous on le voit moins forcément. Donc ça j'ai pas de point de données. C'est vrai sur certains pour le coup qui viennent avec des locations nues qui veulent passer en location meublée, c'est déjà une contrainte. D'acheter, ne serait-ce qu'au-delà de je n'ai pas envie d'investir, c'est une contrainte, c'est du temps. Donc je pense que et donc ça fait attendre que le locataire il parte. Bien sûr. Tu vois, et puis c'est de l'intendance, c'est du temps. Et c'est vraiment du coup la deuxième réponse à ta question. Donc premièrement c'est méconnaissance. Lié à ça, c'est aussi le régime forfaitaire. C'est qu'en fait, si je ne fais rien, je ne suis pas sachant, l'État va me mettre sur le régime microbique. Et ensuite, c'est le temps et la peur, et de se dire, ah non, ce n'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Un peu ça rentre dans l'imposteur. Moi, je maîtrise pas ces choses-là. Et pour le maîtriser, il faudrait que je fasse appel à un fiscaliste. Et un fiscaliste, ça va forcément me coûter des dizaines de milliers d'euros. Et en fait, non. Ou un comptable. Ou un comptable, voilà. Et en fait, je pense que c'est vraiment il y a la peur du ce n'est pas pour moi, c'est que pour les plus riches. Et secondo, c'est trop compliqué, c'est trop long, ça va me prendre trop de temps, ce n'est pas pour moi. Donc en fait, ça justement, c'est un peu la phobie administrative, quoi. Et donc c'est pour ça que je pense que si tu résous ces deux équations-là, l'évangélisation et ensuite la simplification. La fainéantise. Ouais. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Non, mais en vrai, si on résolvait les problèmes de fainéantise sur les questions d'argent, les Français seraient beaucoup plus riches. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Fainéantise de s'informer, fainéantise de faire appel à quelqu'un, et puis toutes les peurs aussi de se tromper, etc. Bien sûr. Si on résolvait ces problèmes, les Français seraient beaucoup plus. Ça peut être une bonne idée de business. Hein. Si on y arrive, on sera très très riche et on aura un gros impact sur la société. Mais qu'est-ce qui séduit les gens alors? Qu'est-ce qui les amène à toi? Ils voient une pub, à un moment donné, c'est quoi la bascule? Quand est-ce qu'ils sont mûrs pour qu'on puisse les faire changer? Honnêtement, c'est à partir du moment où ils se posent la question de la fiscalité, donc que ça soit même avant le projet, pendant, avant ou pendant, quoi. Derrière, c'est une bonne explication, quoi. C'est qu'en fait, donc ils vont arriver, nous on n'a que des conseillers spécialisés, beaucoup sont investisseurs eux-mêmes, et en fait ils vont vulgariser.
ils vont rassurer. Je pense que notre enjeu, c'est d'expliquer simplement des choses complexes. Et ensuite, derrière, on a un super outil avec une super technologie qui rend ça simple, où derrière, en fait, quand tu es client, ça va te prendre 15 minutes par an pour justement gérer toute ta paperasse administrative. Et donc, en fait, la friction que tu as, même si ces 15 minutes-là, tu n'as pas envie de les passer sur nos pilotes. Hein. Ça, je pense que ça reste vrai. Tu préférais les passer avec ta famille. Néanmoins, 15 minutes pour économiser 2000 €, tu es prêt à le faire, quoi. Tu te dis, voilà, c'est un bon investissement. En plus, il y a 2 choses qu'il faut savoir, c'est que ça peut être rétroactif. Ouais. Ça, c'est assez chouette. Ouais, exactement. Tu peux aller chercher combien d'années derrière ? Alors, malheureusement, il y a pas, ça, c'est pas, la loi ne le marque pas dans ce moment, ça dépend de ce qu'on appelle donc, le SIE, donc ton service impôt entreprise, qui est un peu le référent de tes impôts locaux. Donc, c'est à eux que tu vas envoyer tes liasses fiscales et qui vont te dire si oui ou non tu payes de l'impôt. Et donc, ça, c'est une demande à leur faire. En théorie, tu peux monter jusqu'à 3 ans. Donc c'est très significatif. Donc pour bien expliquer la situation pour tes auditeurs, donc là on est en 2024, s'ils font la location meublée depuis 2020 au mauvais régime, que en 2020 ils ont payé 2000 € d'impôts, en 2021 2000 €, en 2022 2000 €, potentiellement en fait c'est là si ils viennent nous voir ou un expert comptable pour s'occuper de la mise en conformité, je dirais, de leur LMNP pour le passer au réel. On va faire une demande au SIE et très probablement, on va pouvoir les récupérer 6 000 € d'un coup, où là, du coup, tu as vraiment comme le Monopoly, vous recevez 6 000 € entre faveurs. Exactement. Donc ça c'est un bon petit cadeau quand il arrive, quoi. Ok. Moi, j'ai une question, mais quand tu changes comme ça, tu vois, tu as déjà ton bien depuis, j'en sais rien, 10 ans. Tu peux réamortir la totalité de ton bien ? Ouais, alors ça c'est une zone grise. En théorie, si tu t'es immatriculé, donc ce qui est obligatoire en théorie, mais personne ne le fait parce que personne n'est au courant. Mais donc même si tu es au microbic, donc le régime par défaut, en théorie tu dois t'immatriculer. C'est-à-dire que tu dois prévenir l'État pour dire moi Delphine, je suis propriétaire en location meublée, je m'inscris au régime microbic. Et donc pourquoi ils font ça, c'est que derrière tu vas devoir payer une taxe qui s'appelle la CFE, la cotisation foncière des entreprises, qui est l'équivalent de la taxe foncière pour les micro-entreprises, donc le régime micro-BIC. Et donc ça, si tu le fais, quand tu vas passer au régime réel, ton amortissement, il commencera en date de ta date d'immatriculation. Donc il y a 10 ans. Donc, moins avantageux, mais quand même avantageux. Et par contre, si tu ne t'es jamais immatriculé, ce qui est la majorité des gens, là, il y a une plus grosse tolérance parce qu'en fait, l'État n'est pas au courant de quand est-ce que tu as commencé ton activité. Et donc, ils vont estimer que ta date de début d'amortissement est la date d'immatriculation, qui est la date un peu de début de ton activité de micro-entreprise. Donc, si je l'ai depuis 10 ans, que je ne me suis pas immatriculée et que là, j'ai envie de passer au réel, du coup, la personne qui m'accompagne va me dire bon, on va se mettre en conformité, on va s'immatriculer. Du coup, je peux commencer à amortir ma quote-part, donc 80% du bien, du bâti. Ouais, tout à fait. Et qu'est-ce qu'il en est pour les travaux ? Parce que potentiellement, les travaux, je les ai faits, il y a un certain nombre d'années. Complètement. Les travaux sont aussi amortissables. Tout à fait. Mais du coup, est-ce qu'ils sont amortissables quand je les ai faits il y a 6 ans, 7 ans Ouais, donc ça, non. En fait, alors, c'est oui et non. Je vais te faire une réponse de politicien, mais je vais t'expliquer pourquoi. Tu ne peux, d'un point de vue facture, là, pour le coup, tu vas pouvoir passer soit en charge, soit en amortissement, uniquement des factures qui sont post-date d'immatriculation. Donc, je m'explique. Là, si on prend le même exemple, si tu as fait des travaux en 2018, tu t'immatricules en 2024, tant pis pour toi. Tes 10 000 € avec ta super cuisine que tu as faite, c'est trop tard. Par contre, là où en fait il y a une zone de tolérance de l'État, c'est qu'en fait, forcément, si tu as acheté un bien 50 000 €, tu as fait 50 000 € de travaux. Aujourd'hui, la valeur de marché en 2024, elle est plus proche de 100 000 que de 50 000. Et donc là, si tu le fais estimer et que tu as une estimation d'un agent immobilier ou de sites comme Meilleur Agent qui, entre guillemets, qui font foi, qui dit noir sur blanc, mon bien vaut 100 000 €, tu vas pouvoir dans ta comptabilité, tu vas pouvoir dire, mon bien vaut 100 000 € et donc ma base amortissable, c'est 100 000 €. Donc en fait, tu ne vas pas les perdre. Ok. Waouh. Ouais, c'est cool. Il y a des petites subtilités qui sont importantes à connaître. Et l'autre point quand même, justement, pour aussi pareil, pas faire de fausses promesses quand même à tes auditeurs, le fameux taux de 80%, il dépend d'une ville à l'autre.
par exemple, notamment à Paris, en fait, vu que ton... 80%, c'est la quote-part de ton bien qui est amortissable. Tout à fait, ouais, exactement. Et donc, celle-là, elle va dépendre du prix du foncier. Et donc, par exemple, à Paris, c'est beaucoup plus faible parce que du coup, le prix du foncier est plus élevé. Logique. Voilà. Au fin fond de la Creuse, il va être, même tu peux aller mettre un peu plus que 80% parce que le prix du foncier est beaucoup plus faible. Ok. Ah, c'est marrant, j'avais pas cette info. Je savais pas que la quote-part dépendait effectivement de... Ce qui est tout à fait logique en réalité, mais... Ok. Voilà. Si on se dit, oh bah moi j'en ai fini avec le régime LMNP, je veux passer directement à la SCI-LIS parce que de toute façon Romain Delphine viennent de dire que ce régime était plus stable. Ouais. Bonne idée ou pas? Alors aujourd'hui, non. Pourquoi? C'est qu'en fait, rien n'a encore été voté. Donc moi ce que je dis toujours c'est en fait on en parle depuis quand même à minima 2-3 ans, ça commence vraiment à être dans l'actualité de se dire c'est dans le viseur, il y a des incohérences, il faudrait le changer. On n'a même pas encore parlé, on va revenir là-dessus parce que du coup on a bien vu que la LCD était en danger, en tout cas en détention en nom propre. On a vu qu'il y avait un léger rabot. Mais finalement, non, il n'y a pas une modification pour le meublé en LLD jusqu'à présent, en réalité. Non, sur le régime réel, pas du tout. Tu as juste une question de seuil, mais qui n'a aucun impact. Ni réel, ni forfait, puisqu'on est resté à 50%. Ouais. C'est juste le seuil qui a changé pour ton éligibilité. Ah oui, mais c'est voilà, ça, c'est pas un gros impact. Voilà, c'est... Donc, et en fait, ce que tu dis, ce qu'on devine dans ce que tu dis, c'est que ça va bientôt aussi arriver, peut-être ça va être de pire en pire sur le LCD, mais il va probablement aussi y avoir des changements sur l'exploitation en longue durée. Ouais, complètement. Après, une fois, j'ai pas la boule de cristal. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est basé sur, entre guillemets, ce fameux rapport qui est le rapport le plus récent sur la location meublée et quelles sont les préconisations de la députée à la fin de son rapport. C'est de dire... factuellement, il y a une différence qui est dure à justifier à ses yeux entre la location nue et la location meublée. Je préconiserais donc de supprimer le régime actuel du BIC avec ce fameux abattement, cet amortissement. Cet abattement 50% et même cet amortissement qui est beaucoup trop avantageux pour un autre régime qui pour le coup serait beaucoup moins avec une quote-part terrain beaucoup plus élevée, donc du coup moins à amortir et un amortissement forfaitaire sur 50 ans, donc pareil beaucoup moins intéressant qu'aujourd'hui qui est plutôt sur en moyenne 15-20 ans, donc du coup tu peux vraiment ne pas payer d'impôts pendant 15 à 20 ans alors que demain ça sera impossible si cette loi passe. C'est le premier point. Donc on garderait la logique d'amortissement, on n'enlève pas la logique d'amortissement, mais on la rend inopérante, inefficace, inintéressante. Quoi. Exactement, ouais, c'est exactement ça. Ça, c'est le premier point. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que par contre, même elle dit, si imaginons ma préconisation est votée, je recommande très vivement de la faire de façon très progressive parce que le marché va tanguer. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, moi, ce que je dis aujourd'hui à nos clients et des personnes avec qui j'échange, première chose, si vous êtes déjà investisseur aujourd'hui, attendez, parce que c'est pas encore voté, tout peut encore changer. Donc juste, soyez attentifs, faites une veille sur le sujet, première chose. Sur ceux qui veulent encore le faire, moi j'ai envie de dire, faites-le maintenant. Parce que c'est pas impossible aussi que si la loi passe, ça soit juste pour les nouveaux et pas sur les anciens. Par contre, ayez bien en tête... Ça, c'est peu probable quand même. Mais, tu vois, là, sur la LCD, ils ont dit, à partir de... Au début, ils ont voulu 2023 et je crois qu'ils ont changé, mais... Sur les revenus de ce qu'ils ont voté sa fin 2023, ils ont dit ça va s'appliquer dès maintenant à la fin de l'année. C'est décalé d'un an, heureusement. Dès 2023, tous les gens qui ont des biens à déclarer, ils seront déclarés selon la nouvelle et notamment le gros changement sur le calcul de la plus-value. Ouais, tout à fait. Ils ont décalé d'un an, ce qui laisse peut-être le temps à certaines personnes. C'est très peu quand même. À l'échelle de l'immobilier, un an, c'est quand même vraiment rien, quoi. Mais c'est rien, et je suis pas sûre que ça ait créé des mouvements massifs de vente de gens qui se sont dit on va vendre maintenant, bien que à mon avis les différences de calcul soient quand même significatives. Tu me diras d'ailleurs, tu penses que ça a créé tu penses qu'il y a vraiment eu des gens qui se sont dit on vend? Je pense que oui. On l'a pas trop vu. Parce qu'en fait, le problème qu'il y a eu là cette année, c'est qu'en fait, tu as eu tout en même temps. C'est qu'en même temps, certains voulaient vendre à cause de ces lois et aussi avec les passoires énergétiques. On a pas, là, c'est pas l'objet du podcast, mais il y a eu aussi beaucoup ce mouvement-là toutes les lettres très élevées. En fait, il y en a plein qui voulaient pas faire les travaux, donc vendre. Sauf qu'en fait, il y avait pas d'acheteurs. Parce qu'il n'y avait pas de crédit. Donc, le marché était un petit peu bloqué. Et en même temps, les vendeurs à la fois de passoires énergétiques et de biens LCD où ils se disent attention, mince, la fiscalité vraiment va trop impacter.
je souhaite vendre, ne l'ont pas fait parce qu'ils n'étaient pas prêts par contre à absorber une décote de 30-40% sur leur prix de vente. Donc en fait, encore une fois, c'est l'offre et la demande. Et moi, ma conviction, c'est ce qu'on a vu cette année, c'est que même si les taux ont explosé, donc en théorie, pour refléter ça dans le prix de vente devrait être baissé de 20%. Ouais. En fait, les vendeurs ne sont pas prêts à vendre à moins 20%. Donc ils attendent. Donc t'as un attentisme et du coup c'est pour ça qu'il y a eu peu de transactions cette année et que ça a été compliqué du coup pour les caisses de l'État parce que moins de transactions, moins de frais de notaire, donc moins de... Ouais, tu vois, j'ai vendu ma maison là cette année et je pense que si elle avait été en vente début 2022, on aurait pu la vendre jusqu'à 300 000 et là on l'a vendue à 265 net vendeur. Ouais. Et bon, c'est comme ça, on n'était pas vendeur en 2022, on était vendeur en 2024. Donc, mais se dire qu'il y a eu un pic et tout s'acheter à ce moment-là et s'acheter à des prix élevés pour notre typologie de biens et quelque part, nous, on a mis un prix de vente raboté à 35 000. Ouais, les 35 000, tu te dis non. Et en fait, l'espoir, je comprends tout à fait que les gens puissent se dire, je vais attendre, je suis pas à 2 ans près. Peut-être que je peux me refaire, tu vois, bien sûr. au casino. Ouais. Ces 35 000, je peux peut-être aller les chercher à nouveau. Nous, on devait vendre, mais j'ai absolument pas la conviction que je pense pas qu'en 2025, le marché serait remonté suffisamment pour qu'on retrouve les opportunités qu'il y avait eu. Et pour le coup, tu vois, ça c'est pareil, la théorie, c'est très 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 connu, c'est l'aversion à la perte. Elle est beaucoup plus importante que l'aversion au gain. Enfin, que tu vois, l'espérance de gain. Voilà. Donc en fait, acheter quelque chose et le revendre à perte, psychologiquement, c'est tellement dur qu'en fait, il y a très très peu de gens qui sont prêts à le faire. Ouais. Et donc, ils sont prêts à attendre et reporter leur projet sine pour juste dire, en fait, j'ai pas perdu. Et c'est vraiment une histoire de nombre parce que si tu achètes 200 et que tu revends 10 ans après 200, t'as perdu de l'argent. Mais pour la plupart des gens, ils ont pas vraiment perdu d'argent. C'est psychologiquement. Ouais, c'est hyper psychologique. Ouais, bien sûr. Sauf qu'on sait que la finance, les finances personnelles, en fait, la psychologie, finalement, c'est plus important presque que le côté rationnel, quoi. Donc c'est dommage, mais c'est comme ça. T'as raison, avec les moins 20%, le marché aurait dû recorriger de moins 20%. Mais s'il s'est stabilisé, de toute façon, il a forcément, vu l'inflation qu'il y a eu ces dernières années, en fait, un prix stable, c'est une baisse de entre 5 et 10% de toute façon. Mais il aurait dû corriger bien davantage. Ouais. Et en fait, c'est encore une fois, c'est quand tu poses les chiffres, c'est logique. Parce qu'en fait, tu vois, moi, donc sur la logique plus résidence principale. Donc là, on s'éloigne un petit peu du sujet, mais c'est quand même intéressant. C'est qu'en fait, aujourd'hui, t'as acheté un bien à 500 000 euros, par exemple à Paris, avec tes taux à 1%. Même si t'as fait une forte hausse de salaire, aujourd'hui, si tu vends ton bien, tu veux te réendetter, t'as un budget beaucoup plus faible que 500 000. Et ça, c'est très très dur à entendre, quoi. Donc moi, j'ai plein d'amis autour de moi qui souhaiteraient vendre parce que ils ont eu un enfant de plus, ils vont une pièce de plus. En fait, ils se disent, non, je vais pas le faire. En fait, là, c'est une telle perte financière que je ne le fais pas. C'est pour ça qu'à un moment, il y avait une discussion, les banques se sont vent debout contre cette proposition, mais de dire, en fait, est-ce qu'on pourrait pas proposer de garder le crédit, même si je change de bien, pour justement essayer de dégripper le marché. En fait, eux, ils perdent beaucoup d'argent aujourd'hui sur les crédits. Oui, après, c'est marrant parce que la transférabilité de ton crédit, c'est quelque chose qui se fait. Alors moi, j'ai appris ça il y a 1 an, quelque chose comme ça. On pouvait mettre une clause de transfert sur son crédit. Je crois que les banques le font quasiment pas, le refusent parce que c'est pas d'office, faut le demander. Faut avoir une vraie bonne raison de demander ça et être un très très bon client pour que ta banque accepte effectivement d'ajouter une clause de transférabilité. Ouais, et la petite histoire rigolote là-dessus, c'est j'ai déjeuné avec un banquier il y a pas longtemps. Ils ont créé des équipes en interne, même pour traquer les clients qui vendent leurs biens et qui ne le préviennent pas la banque. Parce que du coup, l'autre truc qui se passait, c'est que du coup, au moment de la vente de ton bien, avant forcément, tu prévenais, il y avait pas de sujet. Maintenant, il y a un vrai sujet. Donc en fait, des petits malins s'amusaient à verser les fonds de la vente sur une autre banque, sans prévenir leur banque pour essayer de garder leur crédit, quoi. Et donc, du coup, maintenant, tu as des équipes dans les banques qui sont chargées juste de trouver un petit peu les fraudeurs / mensonges par omission pour aller leur dire, non, là, votre crédit, en fait, il était rattaché à ce bien-là a été vendu sur les actes notariés, donc votre crédit devient caduque et donc vous devez tout rembourser, quoi. Est-ce que eux utilisent cette somme comme apport pour un autre bien ou quelque chose comme ça? Exactement, ouais. Pour faire simple, j'avais donc le même exemple de tout à l'heure. J'ai mon bien à 500 000, je le revends, j'ai fait un gain de, je sais pas, de 100 000. Ce 100 000 qui est encore avec ce taux de 1%, c'est quand même bien mieux que te rendetter à 100% sur 4-5% de ton intérêt, quoi. Donc,
Les gens ont toujours un coup d'avance. Ouais, bien sûr. Ouais. Pour en venir au sujet du DPE, aujourd'hui, il y a des lois sur le DPE qui sont contraignantes, mais pour la location longue durée, notamment des obligations de se mettre d'avoir une certaine lettre si on veut pouvoir continuer à louer. Ça aussi, c'est en débat. Est-ce que oui ou non, ça doit concerner aussi les lois en courte durée? Est-ce que pour toi, il y a un risque sur la location courte durée ou non? Ça, j'ai pas toute la visibilité. Ce qui est sûr, c'est que tout va être aligné, c'est-à-dire que tout le monde va être logé à la même enseigne. Est-ce que, un petit peu comme là sur la fiscalité actuellement, ça va être encore plus défavorable à la location courte durée? Je suis pas certain, parce qu'en fait là, c'est plus lié à une typologie de logement. En général, tu vois, là, justement, ils ont changé un peu le calcul, par exemple, pour les petites superficies qui étaient trop... exactement. Donc, ça, tu vois, si tu prenais juste cette logique-là, par exemple, en théorie, petit logement égale plus souvent un bien propice à la courte durée. Donc, ils ont quand même voté ça. Et donc, ce qui pourrait être à l'encontre de se dire, si je voulais juste tuer la courte durée, je l'aurais pas fait. Donc ça, je pense pas que... en tout cas, ils vont utiliser ce levier-là du DPE pour être encore plus défavorable sur le LCD. Encore une fois, la LCD, le vrai sujet, c'est la fiscalité aujourd'hui. Parce que moi, je pense pas que la LCD va mourir. Parce que par contre, en termes de rendement brut, encore une fois... c'est quand même, si tu as un bon emplacement, un bon bien, ça reste quand même beaucoup plus intéressant que la location longue durée. Néanmoins, avant... Ouais. Moi, je pense que la fiscalité pourrait tuer la LCD. Hein. Certains, en fait, pour moi, ça va tuer les locations courte durée qui, en fait, n'existaient que par ce gain fiscal. Mais certains biens, par exemple, pour l'exemple de Saint-Malo, si tu as des taux d'occupation toujours très, 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 très élevés sur la courte durée, donc quasiment comme de l'hôtellerie, bien sûr que c'est beaucoup plus rentable que le louer en longue durée. Même si demain, tu te fais imposer sur 70% de tes loyers. C'est juste que la gestion et le risque étant plus élevés, il faut qu'il y ait un delta suffisamment important entre les gains que tu fais en LCD par rapport à ceux que tu fais en LLD pour justifier le risque. Ouais, tu vois, mais ça, du coup, c'est marrant que ta question... Si t'es que à un point, moi, je le fais pas. Hein. Ouais, mais en fait, toi, justement, t'es très éduqué. Parce qu'en fait, là, du coup, tu prends en compte justement, cette logique financière de rapport rendement-risque. Ouais. Sauf qu'en fait, il faut quand même bien se rappeler, c'est toujours la même chose. En fait, l'investisseur lambda, en fait, c'est monsieur et madame tout le monde. C'est pas une personne qui est très éduquée financièrement. Oui, et monsieur et madame tout le monde, il a une peur exacerbée de la gestion et de la dégradation que je n'ai pas pour le coup. Tu vois, souvent, il n'est pas forcément hyper convaincu par il peut avoir peur de la LCD pour ces raisons-là. Et il faut que l'incentive soit suffisamment fort pour justifier qu'il y aille. Et aujourd'hui, c'est le cas. Ouais, bien sûr. C'est encore le cas. Ouais. Après, ça, tu parles, je pense, des investisseurs quand même éduqués, et dans le sens, pas dans le sens financier, mais dans une approche quand même très professionnelle. Je pense qu'il y a aussi quand même beaucoup de gens qui font de la LCD, justement, qui ont un seul bien, qui le font près de chez eux, qui était un peu ta question de départ. Comment tu gères quand c'est loin de chez toi? Ils assument une part de la gestion. Et ils sont contents d'aller rencontrer leurs locataires, de leur présenter leurs bonnes adresses. Moi, j'appelle ça la LCD amateur. Ouais, mais complètement. Ouais. Mais en fait, c'est une partie du marché qu'on a un peu perdu. Justement parce que, et là tu le vois aujourd'hui quand tu prends Airbnb, moi ça n'existe plus, des Airbnb où en fait encore c'est géré de façon très amateur. Tu te rappelles de l'époque où on devait faire son ménage soi-même en quittant son Airbnb? Bien sûr. Ça n'existerait plus C'était aujourd'hui. le propriétaire qui t'accueillait, qui te présentait sa maison, ça n'existe plus. Maintenant tout est aseptisé. Le point c'est que c'est très dur aujourd'hui de souffrir des fois la comparaison avec les hôtels sur le standing que les gens attendent. Moi les gens ils me disent il n'y avait pas de gel douche dans la douche. Tu sais, vraiment, si on n'a pas mis les dosettes de café pour tout le séjour, le PQ pour tout le séjour, et qu'on n'a pas mis le petit distributeur de gel douche et la petite savonnette, les gens sont pas contents. Ouais, parce que maintenant, c'est devenu, en fait, voilà, tu vois, et par contre, quand tu me dis ça, parce que moi je connais pas, moi je suis quand même longue durée, quand tu me dis ça, tu comprends qu'en fait, maintenant, t'es en concurrence avec de l'hôtellerie, en fait, tu vois, en termes de comportement. Ouais, voilà. Tout à fait. Et donc, du coup, c'est pas si étonnant que ça, que du coup l'État commence à se dire en fait c'est plus finalement l'approche du début de cette fiscalité qui était un peu personne physique, un peu amateur comme tu dis, et en fait maintenant c'est une activité professionnelle. Donc c'est de la SCLIS et donc du coup c'est déloyal cette logique d'amortissement qui est pas réintégrée en plus-value. Ou un hôtel c'est le cas. Un hôtel bien sûr comme lui c'est une société civile ou même pas, c'est pas civil parce qu'ils ont été voilà. Mais en fait s'ils achètent leur bien immobilier, ce qui est pas toujours le cas, si tu amortis ton logement, derrière le moment où tu le revends, tu es imposé sur ta plus-value, ce qui est logique. Exactement. Donc,
Sur la question de la longue durée, toi, quand les gens viennent te voir et veulent passer, il y a une complexité à passer du régime forfaitaire au régime réel? Non, ça c'est hyper simple. Okay. Donc il y a encore une fois, il y a deux cas. Soit je ne me suis jamais immatriculé, donc là il faut faire l'immatriculation. Donc ça, là pareil, si tu le fais par toi-même, c'est hyper compliqué parce que c'est l'État, quoi, c'est les arcanes de l'État. Donc nous on a rendu ça assez simple. Et ensuite l'autre cas, c'est je suis déjà immatriculé mon mauvais régime, donc je me suis mis au régime microbique. Là c'est ce qu'on appelle une levée d'option. Donc ça pareil, quand tu ne sais pas, ça paraît très complexe parce qu'il faut envoyer des courriers à l'administration. Quand tu l'as fait 500 fois, 1000 fois, c'est voilà, on l'a automatisé. Finalement, nous, c'est très simple. Donc, mais je dirais que c'est très simple quand tu es accompagné et c'est complexe, mais c'est faisable quand tu es non accompagné et que tu veux le faire par toi-même. Nopilo, c'est quoi? C'est un cabinet de comptable? Non, on n'est pas cabinet, nous on est vraiment une solution logicielle où on cherche vraiment à démocratiser du coup l'optimisation financière. Parce qu'on n'est pas obligé de passer par un comptable. Non, tout à fait, ouais. Tu peux le faire par toi-même, parce que je déconseille vivement. Ouais, il y en a qui le font. Hein. On a des clients qui sont venus chez nous. Là, c'était compliqué parce que là, du coup, ils avaient amorti linéairement, ils avaient fait des calculs, ils avaient amorti 100%. Enfin, je sais pas. T'imagines quand tu ne sais pas, tu fais des choses un petit peu absurdes, quoi, je dirais. Donc ça, je déconseille vivement. Ça, c'est les fausses économies. Ouais, complètement. Je vais y passer 10 heures dans l'année. Exactement. Je vais faire mon truc moi-même. Ouais. Et non, c'est un plaisir. Hein. Ils aiment maîtriser tout, mais voilà. Donc ça, tu peux le faire, mais c'est déconseillé. Et donc par contre, tu n'es pas obligé de passer par un cabinet comptable. Donc nous voilà. Nous en fait, on a construit le produit avec des experts comptables pour justement être bien s'assurer que le produit il est justement parfaitement en adéquation avec les attentes de l'État, exactement du BOFIP et ainsi de suite. Par contre, derrière nous, on n'est pas cabinet comptable, on est une solution logicielle. Et donc concrètement, le client il va venir, il va saisir ces informations dans le logiciel. Et grâce à ça, nous on a tout créé l'automatisation nécessaire pour que déjà ça soit intuitif et simple pour le client et qu'ensuite nous derrière en termes de paperasse tout soit fait automatiquement pour qu'il n'y ait pas d'erreur et que ça soit rapide. Il y a quelqu'un qui vérifie? Non, tout est fait par l'outil. Et donc tout est fait en fait automatiquement. Si tu veux, l'avantage d'avoir beaucoup de clients, c'est qu'on a plein de règles automatiques. Et donc des exemples concrets, c'est que si tu, je sais pas, par exemple, tu as un logement où tu as 500 € de loyer, que quand tu saisis, tu vas faire une typo et au lieu de rentrer par exemple 500 € de taxe foncière, tu vas rentrer 5000. Là, automatiquement, tu as des checks qui vont dire ça nous paraît quand même très déconnant d'être fine là. Tu rentres 5000 € de taxe foncière sur un logement qui fait 20 mètres carrés. Vérifie. Donc là, tu vas vérifier comme ça. On a plein de tests comme ça. Et ensuite, il y a certains tests qui sont manuels où là, tu l'envoies. Donc nous, le système identifie qu'il y a un truc qui te semble bizarre et donc là on va le vérifier manuellement. Mais par exemple les règles d'amortissement elles sont pas simples donc tu vois moi je rentre ma facture Leroy Merlin mais tu vas dire non, on va te demander de dire. Et ma facture de mon artisan. Ouais, mais par exemple, là, ce qui va se passer, c'est comme derrière les règles d'amortissement, en fait, elles sont cadrées. Par contre, c'est très complexe, mais c'est très cadré en fonction si c'est de la toiture, du parquet, du mobilier, ainsi de suite. Il y a des règles d'amortissement. Et donc là, nous, ce qu'on va dire, c'est que par exemple, prenons un exemple simple, un canapé. Tu as acheté ton canapé chez Ikea à 500 €. Tu vas mettre ta facture. Chez Leroy Merlin, ça marche aussi. Hein. Et donc là, on va te demander de dire. On va te dire. Moi, je pense à Conforama. T'as raison, complètement. Donc tu achètes ton canapé et donc là ton canapé tu vas me marquer, on va te demander est-ce que c'est du mobilier, est-ce que c'est des travaux généraux, est-ce que c'est allez, donc là nous automatiquement une fois que tu vas avoir indiqué la nature de cette charge, on va pouvoir attribuer le tableau d'amortissement qui va en face. Ok. On peut avoir l'impression qu'il y a beaucoup de saisies, mais j'imagine qu'en fait, tu scannes la facture et qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont faites pour toi, j'imagine. Ouais, c'est hyper simple. Hein. Ce que je dis, tu vois, ce qu'on voit si tu as un bien, c'est en moyenne 15 minutes par an. Donc, c'est vraiment extrêmement rapide. Ah oui. Ouais. Belle promesse. Ouais, belle promesse. Ouais, c'est pour ça. De toute façon, encore une fois, si on veut atteindre notre vision qui est vraiment d'accompagner des millions de personnes à économiser beaucoup d'argent par an, ça passe aussi par ce côté simplification. Parce que il y a ces côtés je ne suis pas au courant, mais il y a aussi en fait j'ai pas envie de faire ça parce que ça m'ennuie fortement. Et donc du coup comment tu fais ça, c'est en le faisant de façon extrêmement simple. Et donc nous tout notre enjeu c'est toujours vraiment de toujours plus simplifier. Donc nous le gros de nos investissements en technologie c'est vraiment de créer le produit toujours plus intuitif. Et un peu mon rêve, ce que je dis, c'est qu'on en a déjà un, mais pas assez, c'est que d'avoir demain des personnes de plus de 80 ans qui arrivent à utiliser simplement notre produit, tu vois, même qui à la base n'était pas digital du tout, qui arrivent à utiliser nos pilotes pour faire leur déclaration fiscale. Donc toi, tu penses que le régime LMNP va de plus en plus être aligné sur celui du NU Ou il resterait une spécificité, tu vois? Honnêtement, je sais pas. Non, sais pas trop. Moi, ce que je pense, tu vois, si c'est entre guillemets là, ma vision, en gros, si je vais faire des paris et parier, ce qui est pas mon cas du tout, je dirais que ce qui est sûr, ce qui va arriver à un moment, c'est que l'amortissement
ils seront imposés au moment de la revente. Ça, je pense que c'est une trop grosse hérésie fiscale pour que ça perdure sur le long terme. Donc ça, j'y crois pas. Donc, ce qui vient d'être appliqué au LCD et ce qui est déjà dans le régime des SCI-LIS va de toute façon arriver un jour ou l'autre. Ouais, exactement. Pour tous les loueurs en meublé, peu importe les types d'exploitation. Exactement. Ouais, ça vraiment j'y crois parce que c'est trop gros. Voilà, c'est beaucoup trop gros. C'est trop gros. Voilà, exactement. Par contre, l'amortissement, comme c'est le cas aujourd'hui, ça par contre, je pense que ça pourrait perdurer parce que finalement, comme tu dis, si tu vas à la SCI-LIS en fait. Oui, donc qu'est-ce qui change? Finalement, pas grand-chose, quoi. Donc, tu penses que à l'inverse, il pourrait y avoir que le nu au réel pourrait aussi être bénéficier de la possibilité d'amortir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ouais, mais ça c'est une... Alors moi, ça serait bien. Hein. Moi, d'un point de vue business pour la société, ça serait super. Et pour les exactement. Et pour les contribuables aussi, d'avoir 3 millions de gens à éduquer. Ça pourrait être une solution. Après, est-ce que j'y crois? Non, parce que du coup là, je pense que le coût fiscal, il serait. Après, oui et non. Parce qu'en fait, ils vont. Si tu fais ça et derrière, par contre, tu reprends l'imposition sur les plus-values, ça peut être neutre. Mais là, du coup, il faudrait chiffrer la réforme. Voilà, je dirais. Il faudrait chiffrer la réforme. Si à la fin c'est nul, pourquoi pas? Parce que du coup, tu pourrais inciter encore plus d'investisseurs à faire de l'investissement locatif, ce qui du coup est bénéfique par rapport à cette pénurie de logement. Donc ça pourrait répondre à ce problème un peu sociétal de pénurie de logement. Par contre, il faut, vu qu'il y a un sujet d'équilibre budgétaire, je pense que pour que cette réforme elle soit votée, il faudrait qu'elle soit équilibrée. Et ça, par contre, je suis pas dans le secret des dieux, donc je peux pas te le dire. Et tout à l'heure, on a abandonné ma question sur LMNP, SCI, LIS. À quel moment ça te semble favorable de... Tu vois, demain, les gens ont un projet à faire. Parce que, soyons honnêtes, si vous êtes déjà en détention en nom propre, il y a peu de cas où c'est intéressant de passer en SCI. Parce que si vous passez en SCI, on repaye les frais de notaire, les droits de mutation, comme on dit. Par contre, pour toute personne qui voudrait faire un nouveau projet, à quel moment ça te paraît plus judicieux de le faire en SCI-LIS versus LMNP? Ouais, je pense... Aujourd'hui, tu vois, où il y a au réel, on a bien d'accord. Ouais, bien sûr, complètement. Je pense qu'aujourd'hui, où la loi n'est pas encore passée, je pense qu'il faut encore foncer sur le LMNP. C'est-à-dire tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Profitons-en. Encore une fois, ça peut encore changer, ça peut encore. Là, on parle dans tous les cas, on se dit même si c'est voté, quand on comprend un peu le texte, ça serait pas de changement avant 2030. Donc c'est toujours 6 ans de prix, c'est quand même pas rien. Première chose. Potentiellement, la loi n'est pas encore votée, donc ça peut être 2031, 2032, 2035. Donc en fait, ça commence à être beaucoup. Finalement, quand tu regardes, c'est quasiment la moitié de ton gain de, on dit 15-20 ans, quoi. Donc c'est quand même, pour l'instant, je pense que c'est quand même toujours plus intéressant de faire du LMNP au nom propre. Par contre, si la loi change, là, il faudra, comme nous, en Follodia, on fait des calculs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, quand j'ai un contribuable qui arrive, qui me pose la question, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Il y en a quand même une petite partie, mais en moyenne, c'est 10%. On leur dit non. En fait, restez au régime microbique. Parce que loyer très faible, petite surface, et TMI extrêmement faible. Bon, là, peut-être que je vais trop rapidement, mais tranche marginale d'imposition de 0 ou 11%, soit parce que j'ai des faibles revenus, soit parce que j'ai beaucoup d'enfants et donc du coup, j'arrive à ne plus payer d'impôts. Et donc, dans ce cas-là, en fait, le régime réel n'est pas intéressant. Ça arrive quand même, c'est rare, mais ça arrive. Et donc, pour moi, c'est la même chose. Demain, qu'est-ce qui se passera? C'est qu'il faudra juste analyser plus de cas et donc faire des simulations un peu plus poussées où on intégrera beaucoup plus la SCI-LIS et la SRL de famille dans le calcul, alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de les mettre en concurrence, que c'est toujours perdant par rapport au LMNP réel. Oh, comment c'est pas vrai? Si, creuse, hein. Oh, j'ai déjà fait plein de fois. En fait, si tes revenus sont... Encore une fois, il y a plusieurs si. D'une, si ta rentabilité est très élevée, donc t'as des revenus particulièrement avantageux. Donc en LLD, non, c'est quasiment toujours le LMNP qui gagne. En LCD, ça se discute. D'autant que comme maintenant il y a une uniformisation de la question de la plus-value, la SCI est encore souvent plus favorable que... Ouais, complètement. Mais du coup, tu as eu bien raison de changer. C'est qu'aujourd'hui, nous, la majeure partie de nos clients sont... en LLD. Voilà, LLD et sur la LCD, c'est justement... Nous, en fait, Ils ont un bien et c'est pas... C'est pas des professionnels. En oui, fait, vraiment, voilà, c'est vraiment ça la différence. Donc en fait, encore une fois, moi, mon objectif avec Nopilo, c'est d'accompagner monsieur et madame tout le monde.
C'est pas Exactement. d'accompagner les personnes sachantes qui sont déjà accompagnées, qui Mais sont experts, qui mais t'as optimisent tout. raison. Donc c'est pour ça que, mais t'as bien raison de le dire. Ce que je disais, c'était faux. C'est pas toujours le cas. C'est juste que pour l'investisseur lambda, qui a un investissement, un petit investissement, c'est plus intéressant. Mais il y a beaucoup de... Je dis aussi parce qu'il y a beaucoup de formateurs qui poussent vers la SCI. Et moi-même, je fais de la SCI à l'IS. Je voudrais quand même redire que dans la plupart des cas, c'est vrai que le LMNP au réel est bien plus intéressant. Dans plein de cas, le LMNP au réel sera beaucoup plus intéressant pour vous. Alors, ça se discute, voilà, si vous avez une TMI très basse, comme tu disais tout à l'heure, en fait. Mais c'est quand même un régime qui est encore hyper... Ouais, SCI, ce que les gens oublient, c'est que t'as quand même t'as une plus grosse charge administrative, et donc du coup, t'as souvent plus de coûts. Un peu plus. Voilà. Les coûts de comptabilité, souvent d'accompagnement. C'est je dirais que il reste maintenant le plus gros inconvénient, maintenant que la plus-value, c'est la friction de la rémunération. Ouais. Puisque voilà, l'argent est dans la SCI, il est pas à soi, donc c'est la dernière friction qui va aussi différencier le LMNP et la SCI à l'IS. Et dernière question, moi j'avais imaginé que les taux rebaisseraient plus vite. On voit que les taux baissent pas trop. Les prévisions sont pas forcément hyper enthousiastes pour 2025. On va probablement rester sur ce niveau-là. On repassera pas en dessous de la barre des 3. Enfin, c'est ce qui se dit. On investit maintenant ou pas ? Alors moi je pense toujours qu'il faut investir, c'est mieux maintenant que plus tard, pour la simple bonne raison, c'est qu'en France on a quand même, c'est merveilleux, c'est pas le cas de tous les pays, il faut rendre compte de la chance qu'on a, c'est qu'on peut renégocier nos taux. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, imaginons que tu te dis 3% c'est cher, quand ils seront à 2% tu renégocieras. Mais tu auras acheté, et potentiellement quand même, encore une fois, c'est théorique, mais si aujourd'hui mes taux sont à 3%, je vais acheter moins cher que quand demain les taux seront à 2%, parce que comme du coup tout le monde pourra emprunter plus, les prix vont monter. Donc en fait, c'est beaucoup mieux d'acheter, entre guillemets, quand les taux sont élevés à un prix plus bas, et renégocier son taux quand les taux rebaissent. Mais ça, encore une fois, c'est pour ça que on ne sera jamais assez d'en parler, parce que c'est tellement, en fait... C'est pour ça que je te repose la question, j'ai déjà fait des épisodes dessus, mais je sais qu'il faut le redire. C'est un peu, c'est complexe à comprendre, c'est un peu antinomique. C'est vraiment, justement, là, c'est vraiment l'éducation financière un peu plus poussée que les intérêts composés ou d'autres choses. Mais ouais, c'est hyper important. Ouais, mais tu l'as dit, c'est-à-dire que c'est intéressant d'acheter maintenant et de pas attendre. D'une, parce que tu as une perspective de renégociation. Et de deux, c'est intéressant si tu peux acheter plus bas, si tu peux négocier. Parce que si c'est pour acheter au même prix que quand les taux étaient plus bas, non, tu fais pas une bonne affaire. Mais il y a plein de raisons d'acheter tout de suite. Je pense que déjà, donc c'est là, tu as la fiscalité qui pour l'instant n'a pas changé. Et donc on verra, tu as quand même cette possibilité, on ne sait pas, qu'en fait ce qui était sous l'ancien régime reste sous l'ancien régime, s'il y a des changements. Et ensuite, c'est tout ce que tu commences à construire aujourd'hui, pareil, dans cette logique d'intérêt composé, tu capitalises plus vite, donc c'est beaucoup mieux. Sauf si ce que tu n'investis pas aujourd'hui en immobilier, tu arrives à le placer ailleurs, mais il y a plein de gens qui ne le font pas. Ça, on sait que si tu n'investis pas aujourd'hui cet argent il va être consommé pour des choses pas très utiles. Ouais, ou en tout cas pas optimisé financièrement. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est penser que les gens ne le font pas, mais ont une suroptimisation par ailleurs de leur argent, ça n'arrive pas mal. Ouais, exactement. C'est dommage, mais... Merci Romain. Merci à toi, c'était super sympa. Si on veut te retrouver, c'est nopilo.com. Avec deux L, nopillo.com, ou sinon aussi sur LinkedIn. On a aussi créé une chaîne YouTube, donc on peut nous suivre assez facilement. Ok. On te suit toi sur LinkedIn, et puis on peut suivre Nopilo sur YouTube, et puis nopilo.com pour pouvoir, particulièrement si vous êtes au LMNP au forfait, vous savez que vous n'avez pas de comptable, rien du tout, que vous ne faites pas de déclaration, ça veut dire que vous êtes au forfait, il y a de grandes chances que ce soit pas la bonne option pour vous. Donc vous allez sur le site, vous faites une demande ou une simulation, et vous êtes accompagné, et vous économisez peut-être jusqu'à 6 000 €. Ouais. En moyenne, c'est 2 000 € par an sur nos 4 000 clients, l'économie annuelle, sans compter. Donc, c'est quand même très significatif. Ouais. Bon. Eh bien, merci beaucoup, Romain. Merci à toi. Très bonne journée.